BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. C'est parti, comme chaque mercredi, les nouvelles tendances du marché immobilier, les bons plans aussi pour investir. On est toujours très pratique et concret sur BFM Business. Nos trois experts pour en parler. Éric Tréguier pour Challenge. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Olivier Marin, rédacteur en chef de Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Marie Cœur de Roy également avec nous, notre expert IMO sur BFM. Ça va Marie? Ça va super, c'est notre jour. C'est votre jour, bravo. Alors, c'est le jour de l'immobilier. C'est notre grand jour à tous les trois, on est heureux. Mais c'est là. S'il n'y a pas de changement de dernière minute. Jamais à l'abri, oui. C'est sûr ça qu'on fait a... 15 jours qu'on n'est pas là. C'est le jour de tous les Français puisque c'est la journée de l'immobilier, de la réforme du logement. Tout le monde est concerné par cette réforme qui sera annoncée, détaillée à midi tout à l'heure. Émission spéciale d'ailleurs à suivre sur BFM Business de midi à 13h. Vous allez nous dire chacun sur quel point il va falloir surveiller particulièrement les annonces. Peut-être en démarrant avec vous Éric. Qu'est-ce que vous allez surveiller de près dans cette réforme du logement qui sera annoncée? Eh bien, on va d'abord surveiller deux points, le Pinel et le PTZ. Alors, concernant le PTZ, par exemple, le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Ça concerne des ménages aux revenus modestes qui ont besoin d'avoir un petit coup de main pour accéder au logement. Et on voit aujourd'hui que ce PTZ, il a bien fonctionné. Quand on regarde les chiffres, 120 000 ménages qui en ont bénéficié, c'est très bien. Simplement, c'est peut-être un peu trop, et surtout à des endroits où certains n'en ont pas besoin. Donc, il y a trop de PTZ, il faut réduire le PTZ. Il faut dire que ça serait peut-être bon de mieux le centrer sur des zones véritablement tendues. Donc, c'est un petit peu ce que va annoncer le gouvernement. C'est pas une mesure qui va dans le sens de ce que veulent les Français sans doute, mais c'est vrai que ça fera gagner un petit peu ça fait économiser un petit peu de millions au gouvernement là-dessus. Non, puis il y a une réflexion qui est très intéressante pour le coup, je trouve, de la part du gouvernement. J'interromps Éric, mais c'est de dire qu'il ne faut pas le même prêt à taux zéro dans les zones tendues et dans les zones détendues. Ils disent en gros, a priori, on verra, on en aura le cœur net tout à l'heure, mais a priori, l'idée ce serait de faire un prêt à taux zéro pour les zones tendues, là où il y a des besoins, pour le neuf, donc pour construire davantage de logements. Donc les concentrer sur le neuf dans les grandes agglomérations. Exactement. Et à l'inverse, dans les zones détendues, faire toujours un prêt à taux zéro, mais ciblé sur l'ancien. L'enjeu, c'est de rénover, de redynamiser les centres-bourgs et de dire, là, on n'a peut-être pas besoin de créer de nouveaux logements, mais on en a déjà de l'existant qu'il va falloir un petit peu rénover et réactualiser. Et ça peut être une bonne idée. Actuellement, dans l'ancien, le PTZ est accessible à peu près partout avec une obligation de travaux qui représente 25% du montant de l'opération. Donc c'est quelque chose d'assez large et même les spécialistes, les grands réseaux d'agences immobilières nous disent oui, dans la plupart des cas, ça sert à rien. Ça sert simplement à solvabiliser des gens, mais qui de toute façon auraient acheté. Donc l'idée de cette réforme, si elle prend le profil que vous êtes en train de décrire, l'idée ce serait de continuer de soutenir la demande des primo-accédants en maintenant un PTZ, mais en le ciblant mieux pour éviter ces effets pervers. On tire plus au tromblon, on est au sniper, on essaie Sachant que de toute façon, le PTZ ancien, compte tenu justement des 25% de travaux, il prenait davantage dans les zones détendues que dans les zones tendues où les prix sont excessivement chers. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi. Oui, alors juste un bémol par rapport à ça. Si le prêt à taux zéro est exclu en fait de la zone C, c'est-à-dire limite les campagnes en fait là où il y a un gros danger économique, c'est pour les primo-accédants et qui souhaitent faire construire des maisons individuelles. La maison individuelle, ouais. Parce que la maison individuelle, et j'en parlais avec Pierre Jules, le patron de Maison Pierre encore hier soir, 80% de ses clients bénéficient d'un PTZ. 80% de ses clients dans la maison individuelle. Maison individuelle, vous n'allez pas la faire construire à Paris intramuros ou Bordeaux intramuros. Donc c'est évidemment en dehors, c'est dans les campagnes. Donc si on supprime ce prêt à taux zéro qui aide énormément de gens à accéder à la propriété, une maison individuelle, le prix c'est quoi? C'est 70 000 €. Produit de base, entrée de gamme, vous rajoutez le terrain, 35 000 € de terrain, etc. Mais enfin, la plupart ce sont pour des ménages modestes. Non, mais et si on supprime le prêt à taux zéro dans cette zone C, c'est économiquement d'abord catastrophique aussi pour toutes ces entreprises comme Maison Pierre et tout ça. 80%, c'est absolument... quand même, la plupart des maisons, elles sont construites dans les grandes agglomérations, dans la zone périurbaine, non, pas du tout. Au fin fond des campagnes qu'on construit des maisons aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire dans les petites villes de campagne, celles qui sont un petit peu oubliées actuellement par les mesures. Plus que dans les banlieues. Bien sûr. Après, je rebondis sur ce que disait Olivier. Oui, effectivement, sans doute, 80% des clients de Maison Pierre bénéficient d'un PTZ. Mais est-ce que le jour où ils auront plus de PTZ, ils ne continueraient pas à acheter? La question, elle n'est pas de savoir s'ils en bénéficient aujourd'hui, mais si le fait de leur retirer
ferait qu'ils n'achèteraient plus. C'est aussi ça la question, parce qu'il y a une vraie philosophie, c'est-à-dire dans les zones détendues, ça veut dire quoi zone détendue? Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'offres pour répondre à la demande. Donc qu'on continue de subventionner la création de nouveaux logements alors qu'on n'en a pas besoin dans ces zones, il y a quand même une réflexion intelligente, il me semble, à l'heure des économies et des 42 milliards de budget. Pas besoin, après je ne suis pas dans la tête non, mais c'est vrai que dans cette zone C, il y a beaucoup de bourgs où il y a de l'immobilier, des logements abondants qu'il suffirait peut-être de réhabiliter. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Oui, mais il faut chercher une autre politique. Les logements collectifs, c'est encore autre chose. Et évidemment, le fait, après, on verra sur le prêt à taux zéro dans le neuf qui permet d'avoir jusqu'à 40%. 40% il faudra aussi regarder les différents. C'est absolument énorme. Donc, c'est un effet booster comme l'a été le Pinel. Bon, à suivre le PTZ, donc dans cette réforme qui sera annoncée, on vous le rappelle, émission spéciale à partir de 12h sur BFM. Le Pinel aussi à suivre. Que va-t-il devenir ce Pinel qui a participé à la relance de la construction en France? Il va revenir à l'état de droit. Le Pinel, déjà, il va continuer en tout cas jusqu'au 31 décembre 2017. Déjà, il faut le rappeler quand même. Il va continuer avec des avantages. Donc, vous achetez un bien neuf pour le mettre en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, en contrepartie, je peux vous assurer que là, les ventes tournent à plein régime. On fera un top. Ils vont continuer. Vous avez une réduction d'impôt donc de 12, 18 ou 21% sur le logement. Ce qui a véritablement boosté, on le sait, le Pinel, ça a été au-delà du fait qu'il était bien calibré, c'est la possibilité de louer aux ascendants, descendants. Et ça a été un appel d'air extraordinaire. Alors maintenant, il y aura un dispositif d'investissement locatif, sans doute en 2018, ce sera annoncé aujourd'hui. Est-ce qu'on va rentrer dans le détail de la fiscalité? On ne sait pas. C'est-à-dire un Pinel un peu réaménagé. Non, on a quand même quelques petites indications. Un dispositif d'investissement locatif qui est mal ciblé, de toute façon, ne fonctionnera pas. Rappelez-vous du Duflot. Alors, au-delà du fait qu'il a cristallisé sur son nom des gens qui ne voulaient même pas en entendre parler. Le Duflop. Le Duflot n'a pas fonctionné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le neuf, 53% des acquisitions sont réalisées par des investisseurs privés, donc qui achètent en Pinel, qui permettent derrière, c'est l'immobilier, c'est du logement. Et c'est de l'emploi, et ce sont des acteurs économiques très importants. Donc après aussi à voir si... A priori, on se contenterait d'un recentrage du dispositif sur les zones tendues. Là encore, il est question des fameuses zones. Mais après, a priori, ça ne va pas bouleverser les choses et ça sera même plutôt positif. Je vous rappelle encore une fois... C'est très bonne chose. C'est exactement si on exclut la zone C, qui est un véritable scandale, on l'a évoqué longtemps ici. Risque de cas de... Mais quand on voit les villes de la zone C qui obtiennent des agréments, effectivement, c'est un pur scandale. Olivier a raison. C'est-à-dire que c'est des villes où il n'y a pas de demande locative. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui vont acheter des biens pour les mettre on devrait en sortir avec la réforme. De toute façon, ça va remettre tout ça à zéro. C'est-à-dire qu'il y a 800 villes, comme on le disait tout à l'heure, 800 villes qui ont demandé des dérogations et donc dans lesquelles on peut construire quasiment librement alors qu'il n'y a pas forcément de marché. Ça, c'est pas possible de laisser en l'état comme ça. C'est vrai que la zone C, pour le moment, c'est à peu près 10% des ventes. C'est pas énorme, mais c'est là que vont se concentrer. C'est une bombe à retardement. Parce que vous êtes n'importe quel promoteur, vous pouvez construire sur cette zone-là. Vous n'aurez pas forcément d'acheteurs. Vous pourrez attirer, par contre, des investisseurs. Et les investisseurs, c'est pas des gens riches. Quand on regarde le profil des investisseurs, c'est des gens qui gagnent moins de 6 000 euros à deux par mois. Voilà. Donc c'est pas le top. Pas des pauvres, c'est pas des riches. C'est pas des c'est des Français moyens, les classes moyennes, et qui ont en moyenne 1,2 biens gérés. Donc c'est pas non plus des gens qui gèrent un patrimoine. C'est ça, c'est pas des locatifs. Complètement raison, Eric. Donc il faut se rendre compte que ces décisions vont aider peut-être à réguler un marché qui était en train de déraper. On fait le ménage, Le Pinel sera reformaté. Donc, après, on attend sur ce fameux choc d'offres, en fait, de concentrer sur à la fois le Grand Paris, Lyon, la frontière suisse, Aix-Marseille, on espère. Il y avait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui était quand même de faire des OIN, les opérations d'intérêt national, justement de cibler, puisque tous les maires ne sont pas des André Santini, ici les Moulineaux, ou des Nathalie Appéré à Rennes en puissance, ne sont pas tous des maires bâtisseurs, on sait bien, de monter des véritables opérations commando pour avoir le droit et les permis de construire et non plus et les retirer aux maires. Là, c'était véritablement un pari politique très fort. C'était une promesse de campagne. Il n'en est plus question. Est-ce que la taxe d'habitation, le fait que les collectivités... Il y a des enjeux politiques. Il y a des reculs, mais là, ce serait dommage parce que c'est pas l'allègement des normes. C'est pas la libération sur le foncier ou de reverser. Il y a eu des problèmes déjà avec le Conseil constitutionnel en 2011. C'est pas tout ça qui suffira à relancer la construction. Mais par contre, c'était un vrai pari politique, un vrai engagement de campagne. C'était un peu nouveau. Mener on va le dire, c'était un peu nouveau. Enjamber les maires.
oui. Enjamber les maires et finalement il n'en serait plus question dans cette réforme. On va voir, c'est à midi tout à l'heure. C'est vrai que dans l'agenda du ministre et du secrétaire d'État, j'ai vu que dans les jours prochains, ils ont des rendez-vous avec l'association des maires des petites villes de France, par exemple. Alors quand vous arrivez, après avoir fait des annonces un petit peu qui vont les rendre un petit peu fâchés, je pense qu'ils y vont un petit peu mollo sur les mesures. Après, moi, là où je suis pas tellement d'accord avec Olivier sur un autre truc, c'est qu'après, c'est vrai que c'est compliqué de bouleverser la fiscalité sur le foncier. Olivier parlait du Conseil constitutionnel qui a retoqué des mesures à de multiples reprises. Mais là, visiblement, on se dirige quand même. Alors, c'est du one shot. C'est une petite fenêtre de tir, une parenthèse fiscale, mais elle peut être intéressante quand même. Il faudra la suivre. On nous dit, et on verra si ça se confirme tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir la possibilité pour les propriétaires de terrains à bâtir d'être exonérés totalement ou partiellement de fiscalité sur la plus-value de leur cession pendant une durée limitée, ça serait 1 ou 2 ans. 2 ans, ce serait mieux que 1, pour essayer de faire un appel d'air et de libérer un peu de foncier constructible, ça serait intéressant. Non, mais ça c'est très bien, mais ça c'est aussi c'est du one shot, on est d'accord, C'est pas ça qui va faire le choc d'offres qui va permettre de faire baisser le prix de l'immobilier. Et puis on attend la confiance aussi. La confiance qui doit revenir par rapport à Emmanuel Macron. La question se posait, a-t-il une dent contre les propriétaires bailleurs? Le terme de rente immobilière, le fait qu'ils soient intervenus étrangement devant les préfets il y a quelques jours pour demander aux propriétaires bailleurs de baisser les loyers de 5 €. Tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qui lui prend? Donc on attend aussi dans les rapports locatifs d'avoir ce cap, cette stratégie. L'immobilier, c'est pas que la réforme, même si ça va nous occuper et ça va sans doute changer le paysage et les enjeux des prochains mois. On va la suivre tout à l'heure à la mi-journée. En deuxième mi-temps, vous nous direz aussi, Olivier, comment évoluent les prix, les taux de crédit, s'il vaut encore le coup justement d'acheter en ce moment et d'investir. Et puis pour nous mettre l'eau à la bouche avant cette deuxième mi-temps, l'immobilier, ce sont aussi des opportunités, parfois du rêve. Vous nous avez trouvé une propriété de luxe mise en vente là en ce moment au Pays Basque. Ah oui, alors direction le Pays Basque, effectivement, je pense qu'on va voir les images. Ça c'est une zone tendue, le Pays Basque. Alors en fait, nous sommes à Bidart, c'est juste à côté de Biarritz. Alors c'est une maison qui surplombe l'Atlantique sur un promontoire, position dominante, une propriété de 5 hectares qui est au-dessus de l'océan. Elle offre une vue absolument incroyable, coupe le souffle sur la mer et les montagnes du Pays Basque. Une maison de famille qui a été bâtie entre 1923 et 1926 à l'initiative de Pierre Lebon. C'est intéressant pour Intégral Placement puisque Pierre Lebon était le directeur de la première banque privée française, l'UBP, et il était également député résistant. Le général de Gaulle s'est rendu lors de son tour de France d'après-guerre dans cette propriété. 4 niveaux, maison principale, 350 mètres carrés, 18 pièces. Elle fait rêver, cette maison. On est à 5 minutes en voiture de Biarritz. C'est un bien présenté à la vente par Émile Garcin pour plus de 10 millions d'euros. C'est moins cher que le PS. Et on peut acheter. À vendre aussi. on peut acheter avec un PTZ? Non, on peut tenter. On peut tenter. Et quand on a acheté la maison, il fait toujours beau comme sur les photos là au Pays Basque. Il fait toujours grand ciel bleu au Pays Basque. Bien sûr, il fait toujours beau. Bon, et Marie, elle nous a trouvé un bien à vendre, donc rue de Solferino. Une soixantaine de millions d'euros. Alors il y a Barnes qui nous dit que ce serait 55 millions d'euros, mais attention, ils évaluent les travaux chez Barnes à 6 millions si on veut réhabiliter les biens. Parce que on parle du siège du PS. Du Parti Socialiste qui est officiellement à vendre. Alors a priori, voilà, c'est ça, c'est que vous en aurez si vous voulez l'acheter pour 55-60 millions d'euros, mais il y en aurait pour 6 millions de travaux si vous voulez faire de ces bureaux des logements, donc du logement. C'est rien, 6 millions. À partir de 55, on n'est plus à 6 millions près, de toute façon. Alors effectivement, il y a des groupes qui sont intéressés. Il y a un groupe belge qui s'est rapproché du PS pour essayer de voir comment négocier. Mais apparemment, le PS a dit qu'il choisirait... Oui, il y a un appel d'offres. Voilà, il y a un appel d'offres, c'est très officiel. Et puis, il choisirait en fonction aussi du projet qui sera présenté par le propriétaire. Tout à l'heure, Cédric proposait... Si vous voulez faire un parti politique, par exemple, ça serait... Par exemple, le FN, s'il voulait s'installer au siège du PS, il dirait non. Cédric proposait tout à l'heure qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, en tant que maire et donc municipalité, pourrait racheter le siège du PS. Préemption urbain renforcée. Faire des logements sociaux. C'est vrai. Allez, on poursuit ce Club Imo avec d'autres actualités, d'autres opportunités pour vous qui souhaitez peut-être investir dans un instant, et on vous fera découvrir aussi le nouveau visage à venir de la Tour Montparnasse qui va, figurez-vous, se transformer.